bienvenue à tous pour cette nouvelle semaine. On est le 16 février 2026 et on est de retour pour l'actu du jour sur Attrick FR. Bienvenue à tous. Si vous ne connaissez pas le principe, tous les matins on est en live 10h midi pour parler de l'actualité football. On va revenir sur les matchs de ce week-end. Les matchs de samedi et dimanche, hein. Malheureusement, on n'a pas pu être en live hier. Donc on va revenir sur un peu tout ça. On va parler des matchs de ce soir, même si comme d'habitude, lundi soir, il n'y aura pas grand-chose. Un match de FA Cup, un match de Ligue 1, un match de Ligue 2 et de Serie A, mais on aura pas mal de choses à dire. On va aussi faire notre petite revue de presse comme d'habitude, hein. L'actu chaude en ce moment, c'est l'Olympique de Marseille évidemment. Le RC Lens sur cette première place en Ligue 1, est-ce qu'ils sont capables d'aller vers la victoire finale? Le match d'hier entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Et après, on aura de l'actualité extérieure de la Serie A par rapport au carton rouge de la Juventus de Turin contre l'Inter Milan. Qu'est-ce qu'on a? Après, on a nos équipes types à l'étranger, de nos Français à l'étranger et l'équipe type de cette 22e journée de Ligue 1. Donc, on va en discuter, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir démarrer tout de suite. Petit point promo quand même, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur TikTok, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre pas mal de likes sur ce live. Ça nous fait monter dans le référencement et comme ça on pourra être de plus en plus à discuter football tous ensemble tous les matins. Ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir mon écran, je le rappelle. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitch, hein, comme ça on pourra discuter football aussi. Le chat sera un peu plus actif. La chaîne YouTube évidemment, @trickfr si vous souhaitez voir la rediffusion. Les plateformes de podcast aussi si vous souhaitez nous écouter. Et après évidemment tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Facebook, Snapchat et Thread. Donc évidemment à chaque fois @trickfr, donc n'hésitez pas à me suivre. Si vous êtes sur le live, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, hein, à venir discuter. Si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. Et on va pouvoir lancer directement cette actu du jour. On va commencer avec les matchs de samedi, évidemment. Comme je le disais, on n'a pas pu être en live hier, hein. Donc samedi, on avait pas mal de matchs quand même. On avait de la Bundesliga, de la FA Cup, la Liga, la Ligue 1 évidemment, la Ligue 2 et la Coupe de la Ligue féminine et cette Serie A. On va aller rapidement, hein, sinon ça va durer très longtemps. On a eu la victoire en Bundesliga du Bayern Leverkusen contre Pauli 4 buts à 0. On va juste checker si nos Français ont marqué en général, qui sont les buteurs, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc la victoire de Leverkusen 4 buts à 0 contre Pauli. But de Kansa, de Chic, de Tapsoba et de Poku, Martin Terrier qui est rentré à la fin du match, qui n'a pas pu être décisif. On checkera aussi évidemment les classements, hein. On verra ce qui s'est passé, est-ce que ça a bougé dans tous les championnats. Francfort a battu Mönchengladbach 3 buts à 0 avec un but de Brand à Amaimouni et 9. On va voir si Arnaud Kalimundo était titulaire. Et car Arnaud Kalimundo était bien titulaire, hein, 5,8 de notes du côté de Francfort. Malheureusement, il n'a pas pu être décisif. Jean-Matteo Baoya, par contre, 8,2 de notes, c'est très bon pour lui. On va juste checker ses stats pour voir, pour expliquer sa note. 90 minutes jouées, 2 passes décisives pour Jean-Matteo Baoya. Un tir, 5 touches dans la surface, 2 sur 4, donc 50% de dribble réussi, 40 touches, une faute subie, un hors-jeu. 83% de passes réussies, 70% de passes réussies dans le dernier tiers. 9 duels, 3 remportés. Donc plutôt pas mal, hein. C'est surtout les 2 passes décisives qui ont fait monter la note de Jean-Matteo Baoya. Il y avait aussi Mario Götze, hein, l'ancien grand joueur de l'Allemagne. Franco Nora était aussi titulaire, l'ancien du Stade Brestois, l'ancien de l'OGC Nice, de Saint-Étienne, était titulaire côté Gladbach. Qu'est-ce que l'on avait aussi? Allez le hack. Bienvenue Osvaldo une nouvelle fois sur ce live et effectivement le hack a battu Toulouse, hein, ce week-end hier. Donc c'était une victoire plutôt pas mal. Peut-être qu'on va en discuter juste après. Pour l'instant on est sur les matchs de ce samedi. Mais ouais, nouvelle victoire du Havre dans cette Ligue 1. Et surtout à 10 en plus, donc c'était vraiment pas mal. Euh,
Donc sur cette Bundesliga, sur les matchs de samedi, hein, comme ça, on fait dans l'ordre et ça sera plus facile pour la construction de ce live. Victoire 3-2 de Hambourg contre l'Union Berlin. Évidemment, je me suis trompé de match. Hop. Victoire 3-2 contre de Hambourg contre l'Union Berlin. Offenheim a battu Fribourg 3 buts à 0. Donc Offenheim, je crois qu'il est toujours sur le podium de Bundesliga. On checkera ça juste après. La victoire du Bayern Munich 3 buts à 0. Le Bayern qui déroule une nouvelle fois. Merci à Lisa Marie sur le live. Merci beaucoup pour cette rose. Pour ce petit cadeau, ça fait extrêmement plaisir. La victoire du Bayern 3 buts à 0, donc doublé d'Harry Kane, un but sur penalty, une passe décisive de Luis Diaz pour Harry Kane. Et c'est Leon Goretzka et Afonso Davies qui est venu lui donner cette passe décisive pour son but à Leon Goretzka. Donc victoire 3 buts à 0 du Bayern. Logique, en plus le Werder de Brême, je crois qu'il est en difficulté dans cette Bundesliga. En tout cas, merci pour tous les likes sur le live, ça fait extrêmement plaisir. Je vois que ça monte petit à petit. Donc merci énormément. Dernier match du samedi dans cette Bundesliga, Stuttgart qui jouait contre Cologne et la victoire de Stuttgart 3 buts à 1. On va juste checker les matchs de dimanche et comme ça on pourra faire le point sur le classement de Bundesliga. Augsbourg a battu Heidenheim 1 but à 0 et Leipzig a battu... non, Leipzig a fait match nul contre Wolfsburg, 2 buts partout. 2 buts partout. La pépite ivoirienne, Diomandé a marqué. Grouda a marqué côté Leipzig. Et c'est Mohamed Amoura, l'Algérien, qui est venu marquer pour Wolfsburg. Et Svanberg qui a égalisé. On va pouvoir faire notre point sur le classement de cette Bundesliga quand même. On a cité tous les matchs. Donc c'était la 22e journée de Bundesliga. On vous a donné les résultats, donc on va aller sur le classement. En tout cas, merci. Je vois que les likes montent hein, petit à petit. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer. Donc le classement de cette Bundesliga. Le Bayern est toujours premier avec 57 points. Suivi par Dortmund 51 points. Donc il y a 6 points d'écart entre les deux équipes une nouvelle fois. Offenheim, donc c'est bien sur le podium de cette Bundesliga avec 45 points. Stuttgart 4e, 42 points. Leipzig 40 points. Le Bayer Leverkusen 39 points. Et après, il y a un petit écart quand même avec ces équipes non européennes dans cette Bundesliga. L'Eintracht Francfort est 7e avec 31 points. Donc 8 points d'écart avec Leverkusen. Et en bas du classement, donc on a Heidenheim dernier avec 13 points. Saint-Pauli 17e avec 17 points. Et le Werder de Brême, on disait qu'ils étaient en difficulté, 19 points. Donc 16e premier barragiste de cette Bundesliga. Et il y a un point d'écart avec Wolfsburg. Donc c'est très serré, on le voit dans ce bas du classement. Hein, le Werder a 19 points. Et après, il n'y a que 4 points d'écart avec Cologne qui est 12e. Voilà. On va pouvoir continuer. Donc qu'est-ce qu'on avait encore ce week-end? La Bundesliga s'est fait. Évidemment, Harry Kane est toujours meilleur buteur hein, de ce championnat allemand. On avait de la FA Cup, donc la coupe d'Angleterre, hein, le trophée le plus ancien du football. Et au niveau des résultats, donc on avait Burton contre West Ham, victoire de West Ham, 1 but à 0. Mansfield s'est imposé contre Burnley, donc Burnley, équipe de Première Ligue, est éliminée. Manchester City s'est imposé 2 buts à 0 contre Salford. Est-ce que Ryan Cherki a joué, a marqué? Alors, Manchester City contre Salford, on avait Marmouche en pointe, Cherki à gauche, Phil Foden à droite. Pep Guardiola qui avait aligné quand même la grosse équipe, hein, l'équipe classique. Bon, il n'avait pas mis tout le monde, hein, Semenyo était sur le banc. Rodri était sur le banc, Matheus Nunes aussi, Gueye était sur le banc, mais qui a marqué en fin de match. Donnarumma évidemment. Et Ruben Dias aussi. Donc voilà, victoire 2 buts à 0 contre Salford. On va vite passer parce que c'est pas ce qu'il y avait de plus intéressant.
Norwich s'est imposé contre West Brom. Southampton s'est imposé contre Leicester au penalty. Non, en prolongation, pardon. Et les deux matchs qui opposaient des équipes de première ligue, Newcastle s'est imposé 3-1 contre Aston Villa, avec Aston Villa qui a eu Bizot, le gardien, qui s'est fait expulser. Donc Aston Villa avait ouvert le score grâce à Tammy Abraham, la recrue hivernale. Et c'est Sandro Tonali qui a mis un doublé. Alors lui qui marque pas beaucoup de buts en général dans cette équipe. Il nous a mis un doublé et c'est Voltemat qui est venu mettre le troisième but à la 88e minute. Donc voilà, deux équipes plutôt classiques, hein, de la part des deux équipes, hein. Elles voulaient gagner, même si ça fait pas mal tourner. Enfin, ça fait tourner de temps en temps. On voit un Torres en défense centrale côté Aston Villa. Mais sinon, c'était une équipe titulaire du côté des deux équipes. Je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit, mais bon. Newcastle a gagné, du coup, 3-1. Et Liverpool s'est imposé 3-0 contre Brighton, avec des buts de Curtis Jones, Szoboszlai et Mohamed Salah sur penalty. Mohamed Salah qui a marqué et qui a fait une passe décisive pour Dominique Szoboszlai. Donc voilà, l'équipe de Liverpool, Alisson dans les cages. Là, il n'y a pas eu de turnover au niveau des gardiens. Kerkez à gauche, Van Dijk, Konaté, Szoboszlai. Classique. McAllister, Curtis Jones au milieu de terrain, pas de Gravenberch. Federico Chiesa qui a eu du temps de jeu avec cette équipe de Liverpool, Wirtz en numéro 10. Mohamed Salah à droite et Cody Gakpo en pointe. Hugo Ekitike rentre à la 77e minute. On a Ngumoa aussi, Ngumoa qui rentre à la 77e en même temps que Ekitike. Je regarde s'il y avait d'autres choses notables, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà, victoire 3-0 pour Liverpool. Ça continuait encore hier, hein, victoire de Birmingham, victoire de Leeds par contre, contre Birmingham après tir au but. Les Wolves qui se sont imposés 1-0 contre Grimsby. Sunderland s'est imposé contre Oxford United. Stoke Fulham, victoire de Fulham 2-1. Et Arsenal qui a mis 4-0 contre Wigan. Voilà, c'était plié dès la première mi-temps, dès la 27e minute. Arsenal a... Mon gars Guillange, merci en tout cas pour les likes que je vois. Meilleur présentateur du monde, ça fait plaisir. On essaye en tout cas de s'améliorer tous les jours. En espérant te revoir bientôt sur les émissions, évidemment. En tout cas, merci mon gars. Si tu souhaites discuter d'un sujet, hein, je vois que tu es présent, si tu as le temps rapidement de lancer un petit sujet football, n'hésite pas aussi. Là, on était sur la FA Cup, mais on peut vite dériver. Donc 4-0 sur d'Arsenal, donc 27e minute, le match était plié. Noni Madueke, Gabriel Martinelli, un but contre son camp de Hunt et Gabriel Jesus qui est venu mettre le quatrième but. T'as parlé de la démission de Benassia. Eh ben la démission de Benassia, on n'en a pas encore parlé. On a préparé nos petits articles, hein, pour en discuter. Évidemment, on en parlera sur Farmerstrick cette semaine. Alors je ne sais pas exactement quand ça sera, mardi, mercredi. Euh, Ça reste encore à définir. En tout cas, je vous tiendrai au courant pour ceux qui sont sur le live. Mais évidemment, on reviendra sur la démission de Benassia et on va parler un tout petit peu sur la crise globale à l'OM, la démission de Benassia, le coach qui n'a toujours pas été trouvé, hein, euh, pour remplacer Roberto De Zerbi, et aussi l'avenir de Pablo Longoria du côté de l'Olympique de Marseille. Mais on fera ça juste après, du coup. Euh, je l'avais prévu en tant que meilleur présentateur du monde, ça a été noté dans le chat, c'est pas moi qui le dis. Donc voilà pour cette FA Cup. Est-ce que les tirages au sort pour les huitièmes de finale? Non, il reste un match. Donc ce soir, Macclesfield contre Brentford. Et il y aura Port Vale contre Bristol en mars. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on a un tableau, quelque chose pour compléter ce qu'on disait? J'ai pas l'impression. Donc on verra plus tard pour ces huitièmes de finale de FA Cup. Donc on a parlé Bundesliga, on a parlé FA Cup, on avait de la Liga évidemment ce week-end. L'Espagnol contre le Celta Vigo a fait match nul, 2 buts partout. Retafe a battu Villarreal 2-1. Donc Villarreal, hein, qui pourtant a un match en retard, qui avait une petite avance sur l'Atlético Madrid, qui vient perdre contre Retafe.
Donc possiblement qu'il peut perdre le podium. On ira voir juste après comment, comment se passe le classement de cette Ligue 1. Donc voilà, la victoire de Getafe, un but de Arambari et de Martin Satriano, hein, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais qui est parti à Getafe cet hiver. Et c'était là aussi un ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, Georges Mikotadze, qui a marqué à la 76e minute pour Villarreal. Le FC Séville a fait match nul contre Alaves, hein, un carton rouge du côté du FC Séville lors de ce match nul. Donc très tôt dans le match, en plus, c'est Juanlu Sanchez, hein, qui est venu se faire expulser. Carton jaune dès la deuxième minute et deuxième carton jaune à la 16e. Et 42e minute, Séville ouvre le score quand même. Et finalement, Alaves vient égaliser à la 60e minute par Martinez. Et il y a eu pas mal d'expulsions pour des personnes qui n'étaient pas en jeu. Juan Jordan, Almeida qui se sont fait expulser en fin de match. Donc ça a dû partir en cacahuète lors de ce match. J'avoue que j'ai pas vu le résumé. Et le Real s'est imposé 4-1 contre la Sociedad. On dit le Real ne joue pas très bien, pas très beau à voir, et c'est vrai, mais ça continue à, ça continue à gagner pour le Real de Madrid. Je crois qu'ils sont à 7 ou 8 matchs, 7 ou 8 victoires d'affilée lors de ce match. Donc la compo présentée par Alvaro Arbeloa. On avait toujours Bellingham, Eder Militao et Rodrigo absents. C'était un 4-4-2 présenté par Arbeloa, Courtois dans les cages, la défense à 4, Carreras à gauche, Heusen, Rudiger en défense centrale et Alexander Arnold à droite. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga était plutôt sur un côté gauche, Chouameni au milieu avec Arda Güler et c'était Valverde. Donc assez bizarre cette compo, j'espère que c'était pas forcément ça sur le terrain. Même s'il y a des absents du côté du Real, avoir Camavinga à gauche et Valverde à droite pour ton milieu de terrain, je trouve ça assez étrange quand même. Vinicius Junior et Gonzalo Garcia en pointe. Les deux ont marqué. Côté Real Sociedad, c'était Oyarzabal qui est venu mettre le seul but pour les Basques, avec Carlos Soler, l'ancien du Paris Saint-Germain, qui était juste derrière lui sur cette attaque. Bref, donc le Real qui a plié le match en première mi-temps, but à la 5e minute de Gonzalo Garcia, égalisation d'Oyarzabal sur penalty à la 21e, 25e Vinicius Junior, nouveau penalty, 31e Federico Valverde qui est venu mettre le 3-1 et c'est à la 48e que Vinicius Junior a marqué un deuxième penalty. Salut frérot, c'est le supporter du Shakhtar, comment tu vas l'ami? Eh ben je vais très bien en ce 16 février. Je vais très bien, passer un bon week-end. Et toi, j'espère que tout va bien. En tout cas, je me souviens de toi, supporter du Shakhtar. Si tu as des nouvelles sur le Shakhtar à nous annoncer aujourd'hui, n'hésite pas. Vini a fait mal, wow, son match, faut en parler. On peut en parler du match de Vini, j'avoue, j'ai pas forcément vu le match. Euh, Alors, il a une note de 8,6, le cher Vinicius, un doublé. Il a mis deux pénaltys quand même, on le rappelle. Trois tirs. 3 tirs pour Vini. 3 tirs dans la surface, du coup. Touche dans la surface, 13. Un dribble sur 4 réussi. 55 touches, 2 fautes subies, 2 hors-jeu. 33 sur 39, donc 85% de passes réussies. 23 sur 27, 85% de passes réussies dans le dernier tiers. 2 sur 3, donc 67% de longues passes réussies. 9 duels, 3 sur 9 au duel remporté et 2 fautes commises pour Vinicius Junior. Donc voilà, qui se remet à marquer un peu petit à petit. C'était compliqué sur ce début de saison pour Vinicius Junior. Il n'y avait pas de Kylian Mbappé, on l'a pas noté, hein, mais Kylian Mbappé était sur le banc et il n'est pas rentré. Mastantuono aussi était sur le banc, n'est pas rentré. Ferland Mendy était sur le banc, donc déjà bonne nouvelle, il peut jouer, il était présent. Et après, Dani Carvajal, Ceballos, Cestero, Sancho sont rentrés et Alaba pour cette équipe du Real Madrid. Dégoûté pour Nice d'ailleurs, la première mi
mi-temps, vous l'avez totalement dominé, mais beaucoup d'occasions ratées. Ouais, c'est dommage. On va en parler juste après de l'OGC Nice, mais oui, ça a été assez dommage, hein. L'Olympique Lyonnais qui a été très efficace, hein, qui marque en fin de cette première mi-temps. L'OGC Nice faisait un bon match, mais qui n'arrive toujours pas à concrétiser clairement, hein. Et sur cette deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus facile, on va dire, pour l'Olympique Lyonnais, même si cette équipe de Nice a pu leur poser des problèmes pour l'OGC Nice, mais ouais, toujours pas. Il y a une seule victoire, hein. On disait que Nice est sur une bonne dynamique, mais pour l'instant, c'est qu'une victoire en Ligue 1 depuis le retour de Claude Puel, même si clairement, cet Olympique Lyonnais était une meilleure équipe. J'y croyais un peu, peut-être un match nul, hein, pas forcément une victoire de Nice, mais un match nul. Finalement, il y a pas du tout. L'Olympique Lyonnais a fait le travail et l'a fait très bien. Donc on continue sur cette Bundesliga. De toute façon, l'OGC Nice, hein, on va en reparler sur les matchs de ce week-end, mais on en parlera évidemment cette semaine sur Farmer Street, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. On continue sur la Liga. Oviedo contre l'Athletic Bilbao pour les matchs de dimanche. Victoire de Bilbao, 2-1. Victoire de Vallecano contre l'Atlético Madrid, 3-0. Valence a battu Levante 2-0. Et Mallorca a perdu contre le Betis. On va juste aller sur cette victoire de l'Atlético. L'Atlético qui a mis 4-0 cette semaine en Copa del Rey au Barça, mais qui est capable de perdre 3-0 contre Vallecano. C'est quand même assez fou. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'une équipe un peu inconstante du côté de l'Atlético Madrid. Au niveau de la compo, comment il s'appelle? Diego Simeone avait légèrement fait tourner, voire pas mal. En attaque, c'était Thiago Almada, l'ancien Lyonnais, et Alexander Sorloth, qui étaient titulaires, hein. Pas de Julian Alvarez, pas de Antoine Griezmann, pas de Ademola Lookman qui sont rentrés. En tout cas, pour Lookman, Lookman est rentré et Julian Alvarez sont rentrés vers l'heure de jeu. Baena était à droite au milieu de terrain, c'était Mendoza Cardoso. Et à gauche, Gonzalez. En défense, on avait Jiménez là aussi, hein, un peu de turnover. Jiménez, l'anglais en défense centrale avec Oblak dans les cages et Ruggeri à gauche, Molina à droite. Donc défaite de cet Atlético Madrid. Et le Rayo Vallecano qui est venu s'imposer. Du coup, j'ai pas de, on va checker les stats peut-être, hein. J'ai l'impression que c'était une petite domination quand même de. En tout cas, dans les stats, quoique, ça paraît plutôt équilibré. Bon, voilà, défaite de cet Atlético, donc on va aller checker le classement. On rappelle, le Barça joue ce soir, hein, contre Gérone, donc un match en retard. Ça va être pas mal. Donc pour cette Liga, du coup, le Real est premier en attendant le match du Barça. 60 points pour le Real, 58 points pour le Barça. L'Atlético, je comprends pas, ils ont gagné le Barça et pète contre Valladolid. Vallecano. Ouais, exactement, exactement, hein. Incompréhensible cet Atlético de Madrid, du coup, qui est toujours à égalité de points avec Villarreal. Villarreal, on le rappelle, ils ont toujours ce match en retard contre, je sais plus exactement contre qui c'est. En tout cas, ils ont toujours un match en retard, Villarreal. Donc l'Atlético qui est toujours quatrième. Le Barça deuxième, on le dit, hein, 58 points à 2 points d'écart avec le Barça. On verra si ils peuvent battre cette équipe de Giroud. Normalement, ça devrait bien se passer, on espère, hein. Le Betis est cinquième avec 41 points, qui reste sur 3 victoires d'affilée contre Valence, contre l'Atlético Madrid et Mallorca. L'Espagnol Barcelone est toujours sixième pour cette place de Conference League en Bundesliga, qui a fait match nul contre le Celta Vigo, donc les deux équipes restent toujours à un point d'écart. La Sociedad 31 points, l'Athletic Bilbao 31 points, 8e et 9e. Et dans ce bas du classement, Oviedo est dernier avec 16 points. On rappelle, la Liga est toujours un championnat avec 20 équipes, donc il y a 3 relégations. Oviedo dernier, donc 16 points. Levante 19e avec 18 points. Et Mallorca 18e avec 24 points. Et le Vallecano, du coup, avec cette victoire, qui sort de cette zone de relégation et qui est 17e avec 25 points. Ex aequo avec Elche.
On voit que c'est très serré là aussi, hein, dans cette Liga. Mayor qui a 24 points, premier relégable, et le Séville 12e avec 26 points, donc il n'y a que 2 points d'écart pour toutes ces équipes, hein. Voilà pour la Liga, donc on suivra le match du Barça, on en reparlera évidemment ce soir. Ce soir, pardon, on en reparlera demain pour le match du Barça lors de l'actu du jour. Là aussi, je ne sais pas exactement quand ça sera l'actu du jour, en général c'est 10h midi tous les matins, mais, mais possiblement on décalera pour demain matin. Alors, Lolo, qu'est-ce que tu nous dis? Tu penses que le RC Strasbourg pourrait aller jusqu'en finale de la Ligue Europa Conférence? Oui, largement, largement. Je pense que le Strasbourg, en tout cas, nous, sur les émissions, on parlait de Strasbourg, on a toujours dit qu'il faisait partie des favoris de cette Conférence League. Honnêtement, il n'y a pas énormément de grosses équipes, hein, dans cette Ligue Europa Conférence. Donc clairement, je vois bien Strasbourg voir gagner, hein, la Conference League, donc aller jusqu'en finale. En tout cas, merci Lolo pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Euh, une personne de plus, hein. Donc ça fait extrêmement plaisir pour tous ceux qui nous suivent. Et en tout cas, bienvenue sur Attrick FR. Donc on disait, je j'ai pas toutes les équipes de cette Conférence League. À chaque fois, c'est un peu le bordel pour checker. Mais, mais, voilà, si on check, hein, juste pour aller jusqu'au bout de la question, même si j'ai l'impression qu'il est déjà parti, heu, il y a très peu d'équipes qui peuvent faire peur au RC Strasbourg. Peut-être la FIO, mais qui est en grande difficulté en Bundes, en Serie A, pardon. L'AZ Alkmaar aussi, qui est une équipe, dont il faut se méfier. Crystal Palace, équipe de première ligue. Mayence, l'équipe de Bundesliga. Le Shakhtar avec notre ami Cheva 995. Il y a le Rayo Vallecano aussi, le Sparta Prague, mais sinon, ça peut le faire en tout cas pour cette équipe de Strasbourg. Donc on continue, donc la Ligue 1, on va peut-être en parler juste après. En Ligue 2, Grenoble a fait match nul contre le Stade de Reims. Montpellier a battu Le Mans 4-2. Donc la victoire de Montpellier avec un but de Christopher Julien, un but de Pays, je sais pas comment ça se prononce, Pays il me semble, hein. But d'Issoufou à la 60e et Alexandre Manji 84e, donc 4-1. Alors que c'était Le Mans qui a ouvert le score par Boadès. On va checker le classement de Ligue 1, de Ligue 2 juste après. La victoire de Saint-Etienne contre Guingamp, donc la première victoire de, de Philippe Montagnier, si c'est bien lui le coach. Première victoire de Philippe Montagnier avec l'AS Saint-Etienne. Doublé de David Villy, un but sur penalty, une passe décisive de Cardona. Ah, clairement, c'est la crise pour les dirigeants. Ouais, on va juste aller checker après clairement ce qui se passe à peu près. Donc David Villy doublé, et c'est Gomis qui a marqué pour Guingamp. Donc c'est Donatien Gomis, hein. Donc on disait, oui, le classement de Ligue 2, il n'y avait pas de match hier, hein, il me semble, dans cette Ligue 2, voilà. Donc aujourd'hui, il y aura quand même Bastia contre 3, donc le premier du classement contre le dernier. Il me semble, voilà, 3 qui est premier avec 41 points et Bastia dernier avec 16 points. Donc, tu nous disais, Lolo a clairement que c'est la crise pour les dirigeants. Donc, le Clermont qui est juste là, hein, qui reste sur déjà 5 victoires sur les 5 derniers matchs, il me semble que la série est un peu plus longue que ça. Euh, non, pas du tout, c'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs, mais c'est déjà pas mal pour cette équipe de Clermont qui a perdu contre Rodez, contre Amiens, contre Reims, contre Annecy et contre Saint-Etienne.
On se rappelle clairement qui était en Ligue 1 il y a encore quelques saisons. Dans ce classement de Ligue 2, si on arrive à les retrouver. Pourquoi je n'y arrive pas? Oui, ok. Donc sur ce classement de Ligue 2, 3 est premier, il joue ce soir, hein, 3 qui reste quand même sur 3 défaites d'affilée même, contre Guingamp, contre Le Mans et contre Nancy. Donc s'il souhaite finir premier de cette Ligue 2, il va falloir gagner. Surtout que Reims est à 40 points, deuxième. Saint-Etienne aussi, donc seulement un point d'écart entre 3 et ses poursuivants. Le Red Star aussi, hein, quatrième, 40 points. Le Mans avec 39 points. Et après, en bas du classement, donc on l'a dit, Bastia qui reste sur 2 matchs nuls, une défaite lors des 3 derniers matchs. Laval 17e avec 18 points et Amiens dans cette place de barragiste avec 22 points ex aequo avec Clermont du coup. Clermont qui est au bord de la relégation dans cette Ligue 2. Donc voilà, on suivra, hein, évidemment, on reparlera de ce match de Ligue 2 demain. Si on continue, on continue. Donc la Ligue 1, on va en parler juste après. On va avoir pas mal d'articles, tout ça. La Coupe de la Ligue féminine, le PSG qui s'est imposé 3 buts à 0 contre le Paris FC dans cette demi-finale. Un but de Luster, Kanjinga et Agi Badé pour les Parisiennes. Donc 3 buts à 0. Le Paris FC qui a perdu en Ligue des Champions féminine. Et et qui perd une nouvelle fois dans cette coupe ce week-end. On verra si les Parisiennes peuvent déjà se qualifier en Ligue des Champions. Et là, du coup, c'est une élimination directe dans cette Coupe de la Ligue. Et pour cet autre match, l'OL Lyon s'est imposé contre Dijon. Match victoire plutôt logique, hein, de cette Lyon qui sont intouchables dans ce championnat de D1 Arkema, dans cette coupe, dans cette Ligue des Champions, hein, qui fait partie des meilleures équipes du monde. Pour l'OL Lyon, Egerbert a mis un doublé. Salma Bacha, 65e, est venu mettre le 3-0. Et c'est Marie-Antoinette Katoto, une nouvelle fois, qui a marqué à la fin du match, 88e minute, pour l'OL Lyon contre Dijon. Donc ce sera une finale Paris Saint-Germain contre Lyon pour cette Coupe de la Ligue féminine. En Serie A, on avait comme contre la Fiorentina, comme qui a perdu euh, contre cette équipe de la Fio en difficulté, on le rappelle, hein, euh, dans cette Serie A. But de Fagioli et de Moiskin sur penalty pour la Fio, et c'est Parisi qui a marqué contre son camp, et Alvaro Morata s'est fait expulser en fin de match pour comme, et Vanoli qui s'est fait expulser je sais pas exactement, c'est le coach de la Fio, Vanoli, pardon. Oui, c'est le coach de la Fio qui se fait expulser lors du match. Donc victoire de la Fiorentina, 2 buts à 1. Donc les Français étaient titulaires, Lucas Dacunia, pas de Maxence Cacré d'après ce que je vois. Donc c'est une défaite pour Com qui avait besoin de points dans ce classement de Serie A. On va checker juste après le classement. L'Atalanta s'est imposé 2 buts à 0 contre la Lazio avec des buts d'Ederson et de Zalewski. Donc la Lazio aussi, hein, en difficulté dans cette Serie A depuis le retour de Maurizio Sarri. Donc défaite 2 buts à 0, voilà. Et l'Inter qui s'est imposé contre la Juventus de Turin, 3 buts à 2. Donc avec ce carton rouge de Kaloulou qui a fait extrêmement polémique, tu regardes un peu le tennis. Euh, Salut à toi, Delicat TB. Pas forcément, je suis de loin l'actualité tennis, mais je ne regarde pas forcément. Euh, mais après, si tu as des questions sur le tennis, on peut essayer d'y répondre tous ensemble. Mais j'avoue que le tennis, c'est pas mon sport, c'est pas parmi mes sports favoris. En tout cas, je suis de loin ce sport. Donc, si on retourne sur ce match de l'Inter contre. Tu penses qui gagne entre Vachereau et Mikkelsen? Ah bah alors là, je peux tout simplement pas te répondre. S'il y en a dans le chat qui peuvent répondre à DelicaTB pour sa question tennis, on va dire allez Vachereau parce que c'est un français monégasque. Donc je dirais Vachereau, mais après, alors là, te répondre, j'avoue, je connais de loin rapidement
les grosses têtes du tennis, mais Vachereau, je sais qu'il a fait un très bon parcours la saison dernière, mais je ne saurais pas te répondre pour ce match. Est-ce que tu penses que Lorient peut viser l'Europe? Non, non, pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres équipes totalement bien placées pour jouer l'Europe, même si Lorient, ça se relance bien en Ligue 1. Je ne vois pas. Je trouve que l'effectif est un peu court quand même pour cette équipe lorientaise pour aller chercher des places en Europe. Ou en tout cas, ça serait une sacrée perf, en tout cas, de la part du FC Lorient, de le réussir, hein. On parlait d'eux pour faire l'ascenseur la saison dernière. Et là, on parle de, de Coupe d'Europe, même s'ils sont très très bons en ce moment. On a parlé déjà de leurs nouveaux actionnaires, hein, qui vont leur faire du bien dans les finances côté Lorient. Mais pour cette saison, je pense que ça va être trop court. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau du tennis? Comme ça, j'essaye de m'intéresser. Donc on nous dit, alors ton pseudo, je ne saurais jamais le prononcer, mais bon, Vachereau, Mikkelsen n'est pas bon. Attends, je vais analyser ça. Tu regardes un peu le tennis. En tout cas, force à vous les gars pour ceux qui suivent le tennis. Nous, si on parle de football, par contre, donc la victoire de l'Inter contre la Juve, avec ce carton rouge de Kaloulou qui a fait polémique, hein. Cambiasso qui est venu ouvrir, qui est venu marquer contre son camp pour l'ouverture du score de l'Inter. Mais la Juve a égalisé grâce à Cambiasso et une passe décisive de Makini. Donc Kaloulou s'est fait expulser à la 42e minute. Et après, l'Inter a marqué le 2-1 par Esposito. Locatelli est venu égaliser pour le dodo et c'est Zielinski à la 90e minute qui est venu donner la victoire pour l'Inter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'avais noté un petit article pour cette victoire de l'Inter Milan. C'est un collègue, un suiveur de la Juventus de Turin. J'avais pas forcément suivi, qui m'a parlé de ce carton rouge un peu polémique pour la Juventus. Donc, la Juventus Turin furieuse après l'expulsion de Pierre Kaloulou face à l'Inter Milan. Ce qui s'est passé est honteux. Le monde entier l'a vu. La Juventus Turin et ses dirigeants ont réagi avec colère pendant et après la rencontre perdue face à l'Inter Milan samedi dans le cadre de la 25e journée de Serie A. L'expulsion jugée injustifiée de Pierre Kaloulou en fin de première mi-temps a profondément marqué ce derby d'Italie et forcément pesé lourd dans l'issue du match. Lors du choc entre l'Inter Milan et la Juventus 3-2 samedi, l'expulsion du défenseur bianconero Pierre Kaloulou après un second carton jaune pour une faute jugée inexistante sur Alessandro Bastoni a fait basculer la rencontre réduite à 10 dès la 42e minute. La vieille dame a vu ses chances s'amenuiser face à la Milanais opportuniste. Une décision arbitrale qui n'a définitivement pas plu au camp turinois, rapidement plus remonté contre l'arbitre de la rencontre, Federico Lapegna, que contre son rival interiste, sachant que la VAR n'est pas habilitée à intervenir dans le cas d'un carton jaune, quand bien même celui-ci entraîne une expulsion. Donc pour ceux qui sont sur Twitch avec moi, je vais juste diffuser la faute pour voir ce qui s'est passé, en espérant ne pas me faire strike. Et on va Quelle occasion réagir par énorme. rapport à ça. Giuseppe Meazza a rugi comme si le but avait été marqué. Interception de Bartoli. Et derrière la faute de Kalulu. Ah oui, d'accord. Attention à Kalulu. Attention à Kalulu. Parce qu'il avait déjà un carton jaune qui se transforme en rouge. Pierre Kalulu n'est pas d'accord sur cette séquence. Mais voilà que le derby d'Italie pourrait prendre un virage. En plus, l'arbitre est à côté. Hein. Vraiment, il est à côté, l'arbitre. Ouais, il est sûr de lui, Kalulu, il dit qu'il joue pas l'homme. Oh là là. Mais je pense pas que l'arbitre peut revenir sur sa situation. Ouais, je trouve ça ok. Donc je comprends un peu la colère des dirigeants de la Juventus et des supporters de la Juventus. Après cette faute, après ce carton rouge, hein, donné pour Pierre Kaloulou. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, hein, par rapport à ça, pour ceux qui l'ont vu en tout cas. Prono PSG Monaco. Prono PSG Monaco. Ah. Bah, je mettrais le PSG quand même, honnêtement, même si ils ont perdu ce week-end et que Monaco s'est imposé, je mettrais quand même le Paris Saint-Germain. On a l'impression que le PSG retombe dans certains travers de... il se focus plus sur les gros matchs et que certains matchs en Ligue 1, il les laisse passer.
Après, on sait que la saison est très très longue pour ce Paris Saint-Germain, mais oui, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer, que ça soit à Louis II ou au Parc des Princes. Il me semble que c'est Louis II, hein, le match aller. Donc ouais, je vois cette équipe du Paris Saint-Germain s'imposer euh, contre Monaco. Après, largement, pas largement, je ne saurais pas le dire, mais même s'ils ont perdu en plus contre Monaco cette saison, pardon, je vois bien le Paris Saint-Germain passer plutôt logiquement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Monaco a ses chances contre le Paris Saint-Germain ou c'est plié d'avance? C'est une question, c'est pas une affirmation. Si on continue quand même sur cet article de l'Inter et la Juventus de Turin, pardon, on ne peut pas parler de football après ce qui s'est passé. Les dirigeants de la Juve ont rapidement fait savoir leur mécontentement en décidant de boycotter les interviews d'après-match, ordonnant aux joueurs et à l'entraîneur de ne pas s'y présenter. Le directeur général Damien Comolli et le responsable des relations internationales Giorgio Chiellini ont alors pris la parole face aux médias. On ne peut pas parler de football après ce qui s'est passé, ce nouvel incident. À notre, à notre rencontre est inacceptable, c'est inadmissible, s'est exclamé Chiellini. Le niveau de l'arbitrage n'est pas à la hauteur d'un match de cette envergure. C'est l'image que nous donnons au monde, nous devons vite réagir. Damien Comolli a sans surprise abondé dans le même sens. J'ai dit aux joueurs qu'ils avaient bien joué, mais j'ai perçu beaucoup de frustration chez eux comme chez l'entraîneur. Je pense que les supporters ressentent la même chose. C'est pour cela que parler de football maintenant n'a aucun sens. Ce qui s'est passé est honteux. Le monde entier l'a vu, c'est très difficile à accepter. Oui, d'accord. Si les Turinois ont affiché leur colère après le derby, la tension est déjà montée d'un cran à la pause. Dans les couloirs menant au vestiaire, Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, Damien Comolli et Giorgio Chiellini s'étaient vivement emportés à l'encontre de l'arbitre. On y voit même le technicien italien repousser son propre directeur général afin d'éviter que la situation ne dégénère davantage. N'hésitez pas à aller sur Twitch pour voir les Après, il faut dire que il faut dire que cette faute, enfin ce carton jaune, c'est plutôt une dinguerie, je trouve. Et de ne pas pouvoir revenir avec la VAR sur cette faute, c'est bien dommage. Moi, je dirais le PSG. D'accord, bah du coup, bah, on est d'accord, du coup. Delicat TBX. Donc on est plutôt d'accord. Donc, l'Inter s'est imposé contre la Juve, victoire 3-2. Sur les autres matchs, on avait encore des matchs ce dimanche. Victoire de Sassuolo contre l'Udinese, 2-1. Match nul entre Cremonese et le Genoa, 0-0. Parme contre les Las Véron, victoire de Parme, 2-1. Le Torino a perdu contre Bologne, 2-1 aussi. Et le match du dimanche soir, 2 buts partout entre l'AS Roma et le Napoli. Donc au niveau des compos, voilà le 3-4-2-1 d'Antonio Conte. Avec toujours Højlund devant. Pas de Romelu Lukaku. Je sais même pas où il est. Pas présent, hein, Romelu Lukaku. Toujours autant d'absents du côté de Naples, Anguissa, David Neres, Kevin De Bruyne, Di Lorenzo, Juan Jesus et McTominay. Donc ouais, Lukaku qui est même pas rentré lors de ce match, je comprends pas, peut-être qu'il y a des difficultés à revenir, c'est peut-être physique, ou simplement Antonio Conte ne souhaite pas l'utiliser. Côté Roma, on avait Daniel Malen devant la recrue hivernale, Pellegrini Zaragoza qui l'épaulait. Ndika en défense centrale, classique Cristante Pizzilli au milieu de terrain, à gauche Wesley, à droite Chelik, Mancini et Ghilardi pour aider Ndika dans cette défense à 3. Robin Ovas, l'ancien Marseillais, est rentré 72e minute. El Ainaoui aussi est rentré à la 65e minute.
Et pas de Paulo Dybala, blessé au genou, Dovbyk aussi, El Shaarawy blessé, Ferguson, Hermoso et Manu Koné. Donc 2 buts partout qui n'arrangent aucune des deux équipes. Pour ce classement de Serie A, donc l'Inter avec cette victoire est premier avec 61 points, toujours 3, 7 et 1, 8 points d'écart avec le Milan AC qui s'est imposé contre Pise ce week-end. Le Milan qui a toujours un match de retard par contre, il faudra le prendre en compte pour la fin de saison au cas où s'ils arrivent à rattraper cet Inter. Le Napoli troisième avec 50 points. La Roma qui les suit du coup avec 47 points, quatrième, et la Juventus de Turin avec 7 défaites et cinquième, 46 points. Suivi par l'Atalanta, 42 points, sixième, et comme qui sort des places européennes avec 41 points. Il y a seulement un point d'écart entre l'Atalanta, je le répète, sixième, et comme septième. En bas du classement, du coup, les Las Vérone, toujours dernier, Pise, avant-dernier, donc avec 15 points chacun. La Fiorentina, qui s'est imposée, est à 21 points, ex aequo avec le premier non relégable, Lecce. Et après, on a Cremonese et le Genoa avec 24 points, respectivement 15e et 16e de Serie A. Donc voilà, pour les matchs de samedi déjà, on a fait le tour. On a fait le tour, on a fait le tour. On n'a toujours pas parlé de cette Ligue 1. On va en parler juste après. Que je n'oublie rien. Al Nasser hein, qui s'est imposé. On va voir si Cricri continue à marquer des buts. Cristiano Ronaldo. Ouverture du score à la 18e minute. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, on peut passer. Donc, victoire de but à 0 de Al Nasser contre Al Fateh. Al Nasser, toujours troisième de la Saudi Pro League. Sur les matchs de dimanche, comme ça, on va pouvoir parler de la Ligue 1. Donc, Bundesliga, on en a parlé. La FA Cup, on en a parlé. La Liga, on en a parlé. Et la Serie A, on en a parlé aussi. Donc, pour cette Ligue 1, évidemment, on va aller très vite. On va pas forcément rentrer dans tous les détails. Parce que on a notre émission Farmer Streak, évidemment, je le répète, Farmer Streak en live. Alors, ça sera peut-être pas demain, plus mercredi sûrement, où on pourra parler de cette 22e journée de Ligue 1. Donc on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Donc la victoire du PSG, de Rennes contre le PSG, on en a parlé samedi matin. Monaco aussi qui s'est imposé contre Nantes, on en a parlé. Donc 3 buts à 1 pour les deux matchs. Marseille qui a fait match nul, 2 buts partout contre Strasbourg. Marseille, de toute façon, on va en reparler déjà, on a des articles. Et c'est à peu près l'actu chaude hein, de ces équipes de Ligue 1 en ce moment avec l'Olympique lyonnais. Donc Strasbourg, Marseille, on va quand même aller checker ce match. Voilà, 2 buts partout, la compo. 4-2-3-1 présenté par Pancho Abardonado, Rouli de retour dans les cages, à gauche Emerson, en défense Aguerd Pavard, pardon, à droite Timothy Weah, au milieu de terrain Højbjerg, Timber. Et donc en attaque, on avait Aubameyang à gauche, d'accord, Nadir en numéro 10, derrière l'attaquant en tout cas, avec Gouiri en pointe et Mason Greenwood qui retrouve son poste à droite. Pour les joueurs qui sont rentrés, Imad Abdelli a remplacé Bilal Nadir. Igor Peshao a remplacé Aubameyang à gauche et Facundo Medina à la place de Gouiri. Bon, ça a dû être un changement tactique, hein, honnêtement. Pour Pancho Abardonado, pardon, je ne sais plus parler français. Strasbourg, hein, 4-2-3-1 présenté par Gary O'Neill avec Penders dans les cages, Doué à droite, Oxbert, Omobamidele en défense centrale, Ben Chilwell à gauche. Et au milieu de terrain, on avait Valentine Barco, El Mourabé, classique, Enciso en 10, Godot à gauche, Morera, Panicelli. C'est plutôt l'équipe qu'on a l'habitude de voir côté Gary O'Neill. Et ça a été un match nul, 2 buts partout. Le déroulé du match, on va aller peut-être sur les stats déjà. 1,92 d'XG pour Strasbourg, 1,32 pour Marseille, 44% de possession, donc 56% pour Strasbourg, 10 tirs, 6 cadrés pour Marseille, 12 tirs, 4 cadrés pour Strasbourg qui n'a pas été très précis, on va dire. 5 corners partout, 89% de passes réussies pour Strasbourg, 84%
pour Marseille. Après, dans les stades, c'est plutôt équilibré. Donc les résumés de ce match, hein, ouverture du score de Mason Greenwood à la 14e minute, avec une passe décisive de Amine Gouiri. Amine Gouiri qui est venu doubler la mise, hein, 2-0 pour Marseille à la 47e minute. Euh, et après, c'est Sébastien Nanasi, 73e, qui est venu réduire le score pour Strasbourg. Et Panicelli qui marque sur penalty, 90e plus 7. Donc match nul pour les Marseillais qui perdent leur place sur le podium. Oui. Donc on continue sur les matchs de samedi. Lille qui est en grande difficulté en ce moment. Match nul contre Brest à domicile. Un but partout. But de Rémi Labo-Lascari. Et égalisation de Gaëtan Perrin pour le LOSC, hein, la recrue lilloise. Merci pour les likes à Karim qui est présent. Merci énormément, ça fait plaisir. On a passé les 1000 likes sur le live, hein. J'avais pas fait attention, mais en tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui ont. Merci aussi pour les cadeaux et ceux qui sont présents. N'hésitez pas à continuer à discuter, hein, sur ces lives, que ça soit sur Twitch ou TikTok. N'hésitez pas voilà, à vouloir discuter. On a essayé de parler de tennis, hein, avec notre ami Délicate. Délicate. Euh, sur le live. Bref. Donc voilà, match nul, un but partout entre le LOSC et Brest. On peut en parler parce qu'à mon avis, on reviendra pas une nouvelle fois sur ce match dans Farmer Streak. Donc 4-2-3-1 présenté par Bruno Genesio, qui est toujours coach, hein, pour l'instant de Lille, hein. Il doit compter sur beaucoup d'absents quand même, je trouve. Bruno Genesio, Kayar, Edjouma, Igaman, donc fin de saison, Mendy, Aïssa Mandi, pardon, suspendu, trop de cartons jaunes, Ethan Mbappé blessé à la cuisse, Thomas Meunier blessé, Ngoy blessé, non, suspendu, Sarawi blessé et Touré aussi. Donc on le dit, ce 4-2-3-1, donc avec Ozer dans les cages, Perrault à gauche, Alexandro Mbemba en défense centrale, Ayoub Bouadi qui était latéral droit. Oh, petite peur, pardon. Muko au milieu de terrain avec Benjamin André, Haraldson derrière l'attaquant, Fernandez Parto à gauche, Diaoun en attaque et Correa à droite. Donc une attaque assez jeune aussi. Donc c'est peut-être pour ça que l'équipe lilloise est en grande difficulté. Olivier Giroud, hein, on sait qu'il ne peut pas enchaîner, il a enchaîné pas mal de matchs récemment. Là il était sur le banc, il est rentré à la 74e minute, mais il n'a pas pu être décisif, malheureusement. Bentaleb aussi de retour. Donc Gaëtan Perrin qui rentre à la 66e et qui vient marquer. Et Braun, Santos qui sont rentrés. Côté Brest, ailleurs qui était présent, Gina Ebimbe derrière lui, Del Castillo à droite, Labo Lascari à gauche, classique. Chotar Magnetti au milieu de terrain. Kenny Lala à droite, Chardonnay, Dias en défense centrale et Guindo à gauche avec Couder dans les cages. Voilà, Perrin qui a marqué à la 71e minute. Et Rémi Labo-Lascari à la 58e, je me répète. Le RC Lens, on va sûrement en reparler dans Farmer Streak. Donc victoire 5-0 des Lensois qui sont de nouveau premiers de Ligue 1. Avec un doublé de Wesley Saïd. Ouais, je sais pas pourquoi ils nous mettent le prénom d'abord. Bref. Doublé de Wesley Saïd, Florian Thauvin qui va mettre le 3-0 à la 58e minute sur penalty, et Ryan Fofana qui il va de son doublé avec 2 passes décisives de Alan Saint-Maximin. On disait lui qui est une très bonne recrue de la part du RC Lens contre ce Paris FC, le Paris FC qui a beau recruter, hein, cet hiver, qui est en difficulté en Ligue 1. Donc la nouvelle défaite à domicile en plus, 5-0. Stéphane Gilly qui poursuit avec cette défense à 5, avec Trapp dans les cages, Noah Sangui à gauche, Matondo à droite. La recrue hivernale avec Ottavio Colodjeza Coppola, lui aussi recrue cet hiver. Coleocho à gauche au milieu de terrain. Mounetsi, Lopez, Kebal à droite et Tiro Immobilier seul devant. La compo de Pierre Sage, on la connaît. Hudson Edouard, Florent Thauvin, Wesley Saïd, Abdoulhamid à la place de Aguilar qui a été expulsé lors du dernier match. Thomasson Sangaré, le milieu de terrain classique, Udol à gauche et la défense. Tchelik. Alors Tchelik, par contre, je ne sais pas, je ne connais pas. Il y avait Gagnou Malansar en
en défense centrale avec Robin Rissart et donc Nidal Čelik, donc 19 ans, qui était en défense centrale du côté du RC Lens, évidemment, du RC Lens. Toujours l'absence de Samson Baidoo, c'est ça, hein, qui était blessé, voilà, Samson Baidoo, pardon. Et c'est pas Gagnon au final qui a été titulaire, mais bien Čelik, le, le joueur du RC Lens. Voilà, Saint-Maximin qui est rentré 68e minute, qui fait 2 passes décisives, donc on le rappelle. Ryan Fofana aussi qui rentre à la 69e, qui met un doublé. Et la recrue aussi, Masuaku, qui rentre en fin de match à la place de Mathieu Hudol. Amadou Aïdara qui est resté sur le banc par contre. Et voilà, l'équipe de Pierre Sage qui enchaîne, hein, on le voit juste là. Le RC Lens, toujours premier. Donc il redevient premier de Ligue 1 avec ses 3 victoires d'affilée. Ces 3 victoires d'affilée contre le Havre, le Stade Rennais et du coup contre le Paris FC. Voilà, je cherche mes mots. Dans cette journée de samedi aussi, le Havre qui s'est imposé contre Toulouse. Le Havre qui s'est imposé contre Toulouse, donc 2-1. Malgré l'expulsion dès la 2e minute de Sanganté, le Havre qui s'est imposé avec un doublé de Soumaré. Toulouse qui avait réduit le score par Djibril Sidibé. Donc ouais, on en parlait aussi là, lors de la dernière émission de Farmer Streak, hein. On parle pas beaucoup du Havre dans cette Ligue 1. Même nous, hein, on fait pas forcément l'effort d'en parler. Et le Havre, n'empêche, c'est très bien ce qu'ils font. Moi aussi, je les voyais relégables lors de cette saison de Ligue 1. Mais petit à petit, qui présentent de plus en plus de choses, hein, avec le peu de moyens qu'ils ont. Je trouve que c'est du très très bon travail. Là, ils sont sur 2 victoires d'affilée, 26 points en Ligue 1, 13e, hein. Donc le Havre, c'est très bien un match au courage. Et Didier Degard qui fait du très bon travail avec Mathieu Bonnemer en tant que directeur sportif pour cette équipe du Havre. Toulouse, voilà, qui est 10e avec 30 points plutôt, qui est en milieu de tableau de cette Ligue 1. Et après, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Donc le Havre qui fait du très très bon travail à domicile au stade Océane, on le rappelle. Sur les matchs de dimanche, donc pardon, le Havre-Toulouse, c'était dimanche, hein, je suis un malade. C'était bien dimanche les matchs. Metz contre Auxerre, match nul. Non, victoire de Auxerre. Oh là là. On a du mal, hein, dans cette reprise de la semaine. Donc victoire d'Auxerre, 3-1. Les deux équipes en grande difficulté lors de cette saison de Ligue 1, tout simplement 2025-2026. Le match nul n'aurait arrangé personne, donc victoire 3-1, but contre son camp de Sané. 2 buts contre son camp pour le FC Metz, hein, Sané Mboula. Et Auxerre qui vient prendre le 3-0 grâce à Kevin Danois, pardon. Et c'est Mbala qui est venu réduire l'écart. On va juste aller checker ce classement de Ligue 1 juste après. Lorient qui s'est imposé. Alors, c'est mon seul bon prono du week-end, ou de la semaine, je vais dire. Mais Lorient, pour le coup, je l'avais dit, contre Angers, à domicile, Lorient est très fort en ce moment. Un but de Pagis, un but de Makengo pour cette victoire lorientaise. 3-4-2-1 présenté par Olivier Pantaloni avec Bamba Dieng devant, Pagis, Makengo qui l'accompagne, Kouassi à gauche, Lebris à droite, au milieu de terrain, Abergel, Kadiou. Cette défense à 3, Yongwa, Talbi et Igor Silva et au cage, Mvogo. Angers, on sait qu'il y a eu pas mal de départs. Abdelli, Sidiki, Chérif, les principaux joueurs de cette équipe de Angers, hein, en tout cas les hommes forts de ce début de saison. Angers qui arrivait quand même à maintenir un niveau très correct, mais là ça a été une défaite. Ça a été une défaite pour cette équipe d'Angers. Peter qui est rentré à la 75e, qui n'a pas pu faire la différence, donc défaite. Et enfin, le match du dimanche soir. Alors, ce match, on y reviendra évidemment dans Farmer Streak, donc on va y aller très rapidement.
L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé contre l'OGC Nice 2 buts à 0, victoire plutôt logique, même si Nice avait fait une très bonne première mi-temps. La blessure de Eli Wahi dès l'entame du match qui a été un coup dur pour Claude Puel. Donc but de Corentin Tolisso en fin de première mi-temps et le but de Noah Narté avec énormément de sang-froid pour donner la victoire à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ce match, on y reviendra juste après. Enfin, juste après, on y reviendra lors de Farmer Street, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Au niveau du classement de cette Ligue 1, donc le RC Lens premier, 52 points. Devant le Paris Saint-Germain qui a perdu donc contre le Stade Rennais, donc il y a un point d'écart entre les deux équipes. Lyon sur ce podium de Ligue 1 avec 45 points, 5 points d'écart de l'Olympique de Marseille qui reste sur 2 matchs nuls, 2 victoires et une défaite lors des 5 derniers matchs pour l'Olympique de Marseille, 40 points, 4e. Lille 5e avec 34 points et le Stade Rennais 34 points aussi. Strasbourg, Monaco et Lorient avec 31 points qui ne sont qu'à un match, une victoire, 3 points en tout cas de ces places européennes. Et après, en bas du classement, donc Metz qui a perdu contre Auxerre, 18e avec 13 points, 17e pour Nantes, 14 points, et Auxerre du coup qui s'est imposé 17 points, mais qui reste à 5 points du Paris FC avec une nouvelle défaite du PFC. Et Nice, voilà, qui engrange une défaite, même si on le dit, hein, la dynamique est positive, qui prend pas forcément énormément de points en Ligue 1, mais qui reste quand même à 6 points de Auxerre qui n'avance pas, ou Metz ou Nantes qui avance moins bien que les autres. Logique du coup. Donc voilà, de toute façon, on reviendra sur cette 22e journée de Ligue 1. Je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est match du week-end. Il est déjà 11h24, donc il nous reste une bonne demi-heure, sachant qu'on a commencé légèrement en retard. Donc on va pouvoir aller sur notre revue de presse évidemment comme d'habitude, toujours très orientée Ligue 1. Hein, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus en général, et comme ça nous permet d'en discuter tous ensemble. S'il y a des personnes présentes, hein, je vois qu'il n'y a pas énormément de personnes dans les chats, n'hésitez pas, si vous êtes présents, à venir discuter avec nous, hein. On parle de tout, on parle même du Shakhtar, donc voilà, un chat spécial en plus qui a été lancé par l'équipe concernant l'Olympique de Marseille, donc vraiment c'est l'actualité chaude, cet Olympique de Marseille. Après on a pas mal d'infos internationales au sujet du football. Le retour de Neymar aussi, on pourra en parler, je pense, en fin de match quand même. Donc voilà, on va pouvoir démarrer sur cette revue de presse. Je vais juste prendre une gorgée d'eau et je reviens juste après. Alors, est-ce que le micro est bon? Oui, j'ai l'impression. Donc c'est bon, on est parti pour cette revue de presse. Je le rappelle tous les matins, 10h midi, on est en live sur TikTok et Twitch pour parler de l'actu du jour, l'actu football évidemment. On est revenu sur les matchs de ce week-end, donc on peut aller sur notre revue de presse. S'il y a des gens présents sur le live Twitch ou sur le live TikTok, n'hésitez pas à venir discuter dans le chat. N'hésitez pas aussi à me suivre, à taper votre écran pour nous faire remonter dans le référencement. euh, on disait TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur tous les réseaux sociaux. Et évidemment, le principal de ce média Attrick est faire la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller au moins checker. Voilà, on peut partir sur cette revue de presse. Donc on a le chat spécial OM, on se le met à côté au cas où s'il se passe des dingueries. Éliminé de la Ligue des Champions, éjecté du podium en Ligue 1, l'OM vient de vivre une semaine agitée après le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi et du directeur du football Mehdi Benassia sur fond de grogne des supporters. Comment analyser cette situation chaotique? Notre spécialiste de l'OM, Simon Boll, répondra à vos questions à partir de midi. Ok, donc de toute façon on sera plus là à partir de midi, donc on va pas le garder.
Donc on a fait nos matchs de Ligue 1, on va juste revenir sur cette petite blessure d'Eli Wahi qui revenait petit à petit hem, avec cette équipe de l'OGC Nice, hein, la recrue hivernale, niçoise, la seule recrue hivernale même niçoise. Donc on va voir ce qu'on nous dit concernant cette blessure dès la première minute, hein, sur son premier contact. Coup dur pour Nice, Eli Wahi touchait une cheville, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de solutions sans lui. Donc c'est Régis Testelin, hein, qui a écrit cet article. Durement touché une cheville après 15 secondes de jeu et contraint de quitter ses partenaires, Eli Wahi a terriblement manqué à Nice. Longtemps dominateur mais inefficace face à l'OL, 2-0, et cela pourrait malheureusement durer. Tout s'est arrêté pour lui après 15 secondes de jeu lorsque Hans Hatteboer, le défenseur néerlandais de l'OL, a involontairement frappé de toutes ses forces dans sa cheville dans la continuité d'un long dégagement. Eli Wahi s'est écroulé, il s'est fait soigner quelques minutes à l'extérieur du terrain, a tenté de reprendre le jeu avant de renoncer en pleurs et de céder sa place à Kyle Boudache. Même pas 6 minutes de jeu, dont 5 à souffrir le martyr, et déjà le retour au vestiaire. La cheville qui enfle, les premiers soins de la glace, les béquilles et cette botte posée comme une attelle pour tenter de préserver ce qui peut l'être. C'est une belle entorse sur un ballon contré. En plus, la cheville était laxe à ce moment-là et elle a bien tourné. Il va passer des examens, on verra bien, regretter Claude Puel, qu'aurait fait le gym dimanche avec Wai en pointe durant cette première période, qu'il avait parfaitement négocié jusqu'à l'ouverture du score de Corentin Tolisso, 45e plus 1. Le buteur de Nice, auteur de 3 buts en 5 journées depuis qu'il a rejoint le club azuréen le 1er janvier, aurait-il concrétisé la domination niçoise, là où Sofiane Diop, Tom Louchet et Boudache n'ont pas su conclure. C'est fort possible au regard de l'état de forme et de la confiance qu'il habite l'ancien Lensois. Depuis que l'Eintracht Francfort l'a prêté à Nice sans Wai, ses appels en profondeur et son adresse du moment. Nice a perdu dès l'entame sa plus belle carte offensive. Et il y a un tel fossé entre lui et sa doublure Kevin Carlos que Claude Puel a préféré repositionner Mohamed Ali Chaud en pointe plutôt que de faire entrer l'Espagnol. On aurait bien aimé voir Eli tout le match. C'est sûr, a poursuivi le coach des Aiglons. Après sa sortie, on a su reprendre le fil, être conquérant et faire une grosse première mi-temps. Mais c'est tellement dommage de ne pas concrétiser autant d'occasions. Eli nous aurait fait du bien car le dernier geste est plus naturel chez lui que chez ses coéquipiers. Il a ce relâchement, cette habitude, cette assurance qui font les buteurs. Au-delà de la défaite, l'entraîneur des Aiglons va-t-il subir une double peine en devant se priver de son avant-centre pour un ou plusieurs matchs alors que le redressement niçois au moins dans le jeu, car Nice n'a pris que 6 points en 6 journées de Ligue 1 en 2026, a semblé passer par Wai. Je ne sais pas s'il pourra jouer le week-end prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas beaucoup de solutions sans lui, a répondu Puel. Momo Show a apporté de la profondeur et je l'ai mis avant-centre à la place d'Eli pour qu'on reste entreprenant et qu'on ait de la percussion. On a fait une bonne première période et le petit Boudache a fait une bonne entrée lui aussi. On leur a fait mal, mais pas assez mal. Et puis Chaud reprenait également après une blessure et il doit encore progresser dans la finition. Conclusion, Wai sera le bienvenu le week-end prochain, même sur une jambe. On verra ce que nous dit Claude Puel en conférence de presse pour le prochain match. Ça sera contre Lorient. Et est-ce que Eli Wai sera présent? En tout cas, si ça dure, ça risque d'être une perte importante pour l'OGC Nice. Petite analyse sur le match de l'Olympique lyonnais écrite par Joël Dominguetti à Dessines, hein, évidemment, lors de ce match hier soir. Pressing, impact physique, solidarité, comment l'OL est devenu l'une des meilleures défenses du championnat. Ça aussi, c'est vraiment assez étonnant, hein. L'OL qui était une des pires... vraiment, c'était... je ne sais pas si c'était en statistique, mais en tout cas, avoir joué la saison dernière, l'Olympique lyonnais, c'était une défense assez catastrophique. Et là, la charnière Mata Niakate est vraiment une des meilleures en tout cas, et plus le système défensif mis en place par Paulo Fonseca, c'est une des meilleures défenses de cette Ligue 1 sans discussion possible. Les entraîneurs des 3 derniers adversaires de l'OM expliquent pourquoi les Guns possèdent la 3e défense de Ligue 1 et n'ont encaissé aucun but 18 fois cette saison en 33 matchs, toutes compétitions confondues. En mode survie, depuis un été qui aurait pu être financièrement meurtrier, l'Olympique Lyonnais a dressé en Ligue 1 une colline défensive aussi perchée que la basilique de Fourvière. Dans la course à son record de victoires de rang, 12 avant de recevoir Nice dimanche à 20h45, encore détenu par l'équipe dirigée par Gérard Houllier en 2006. 14 de succès, toutes compétitions confondues, l'équipe entraînée par Paulo Fonseca est parvenue à l'emporter 9 fois, 1-0 en 33 matchs cette saison.
Pardon. Elle n'a encaissé aucun but à 18 reprises. Cette étanchéité, parfois en infériorité numérique, explique en partie le retour aux affaires de Guns. Cette solidité est multifactorielle, nous expliquait le 1er février après une défaite lilloise au Groupama Stadium, Bruno Genesio, entraîneur du LOSC, 3 fois battu par l'OL cette saison. D'abord, c'est une équipe qui défend en bloc, elle limite et ferme les espaces, récupère le moins de ballons dans le dernier tiers. Son animation défensive est un peu hybride quand ils n'ont pas le ballon, ils défendent à 5. Afonso Moreira devient le 5e défenseur, il fait un gros travail sur son côté. Dans l'axe, ils ont 3 monstres très forts dans les 1 contre 1, très rapides. Kluivert, Niakate, Clinton, Mata. Ils sont aussi très bons dans le jeu aérien, donc performants sur les centres au coup de pied arrêté. En résumé, c'est très difficile de s'approcher de leur but, de se créer des occasions contre eux. Les défenseurs reçoivent le soutien des milieux, des attaquants aussi, ils mettent de l'impact avec des joueurs de duel durs à bouger, sans parler de leurs 2 bons gardiens. Donc Dominique Greff et Rémi Descamps. Leur effectif est construit avec des joueurs athlétiques solides dans les duels, au sol ou dans les airs. Donc c'est Ahmed Kantari qui nous dit ça. À Nantes, l'OL s'en est même sorti à 10 contre 11 après l'expulsion d'Hendrick qui défend peu. Ils ont un vrai leader de défense, estime Ahmed Kantari, coach des Canaries. Moussa Niakate règle beaucoup de situations tactiques en se faisant le relais de son entraîneur. Quand l'équipe est acculée, il apporte de la sérénité nécessaire à ses partenaires. Il ne perd pas sa lucidité. Reste calme en toutes circonstances et dirige avec pertinence leur effectif, et par ailleurs construit avec des joueurs athlétiques solides dans les duels au sol ou dans les airs. Ils vont vite mais sont surtout solidaires en toutes circonstances avec des prises à deux, des couvertures très proches. L'engagement vient de partout. Tactiquement, enfin, Fonseca occupe bien la largeur. Moreira n'a pas lâché une seconde, 111 de toute la partie. Ils savent aussi défendre très bas quand ils n'ont pas l'ascendant. Olivier Frappoli, hein, l'entraîneur de Laval. Parfois, l'OL se déconcentre, oublie momentanément le contre-pressing immédiat. L'adversaire peut alors profiter des espaces dans le dos des défenseurs rondaniens. Laval a eu plusieurs chances, mais s'est heurté au grand match de Rémi Descamps sur sa ligne. Ils ont cette double de capacité de presser l'adversaire, mais aussi de prendre le risque des 1 contre 1, analyse Olivier Frappoli, coach de Laval. Ils savent aussi défendre très bas quand ils n'ont pas l'ascendant, comme ils l'ont fait contre Lille. C'est une équipe d'une grande maturité, forte athlétiquement. Il ne me serait pas venu à l'idée de prendre Lyon comme une référence défensive sur les dernières saisons. Mais l'investissement est tel, leur état d'esprit si aligné que c'est désormais un de leurs acquis, car il faut de l'humilité pour faire ces efforts. Bah, c'est vrai, je pense que, je vais pas contredire les entraîneurs, hein, qui ont affronté cet Olympique Lyonnais, mais c'est vrai qu'il y a cette, capacité à l'Olympique Lyonnais de défendre, que ça soit en bloc bas ou de très bien presser. Leur adversaire, on l'a vu, ils ont réussi à faire le 2 rond en première mi-temps, lors du match d'hier contre l'OGC Nice. Capable de maintenir un score, beaucoup de clean sheet, un très très bon gardien, Dominique Greff. Honnêtement, on s'attendait à rien de la part de ce gardien, lorsqu'il est arrivé cet été, c'est un très très bon gardien. Rémi Descamps aussi. Hem, donc oui, cette défense de l'Olympique Lyonnais est vraiment, très, très bonne. Il y a pas de doute avec ça. Que ça soit les défenseurs, les milieux de terrain et même, les attaquants qui sont capables de défendre. Donc ce qui explique, cette bonne défense de l'Olympique Lyonnais et les choix tactiques évidemment de Paulo Fonseca. Alors, 4 jours après Roberto De Zerbi, Mehdi Benassia annonce son départ. On voulait parler évidemment de l'Olympique de Marseille, hein. On le répète, actu chaude en Ligue 1. 4 jours après Roberto De Zerbi, Mehdi Benassia annonce son départ, j'ai décidé le lundi 9 février de mettre fin à ma collaboration avec l'Olympique de Marseille. Directeur du football de l'OM, Mehdi Benassia a annoncé ce dimanche avoir renoncé à ses fonctions lundi dernier. L'entraîneur italien Roberto De Zerbi a dû quitter le club mercredi. Honnêtement, c'est ce qui était annoncé, hein, on l'avait dit. Je pense que Pablo Longoria va pas tarder à suivre, hein. Le trio du Pacte de Miami n'a pas tenu, du côté de l'Olympique de Marseille. Après Roberto De Zerbi, dont le départ a été officialisé dans la nuit de mardi à mercredi, au tour de Mehdi Benassia de s'en aller. Le directeur du football de l'OM l'a annoncé ce dimanche à la mi-journée dans un message sobre publié sur son compte Instagram. Après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé le lundi 9 février de mettre fin à ma collaboration avec l'OM.
a notamment assuré le Marocain de 38 ans qui collaborait avec le club marseillais depuis novembre 2023. Alors on va lire son communiqué juste après, je vais voir ce que nous dit l'article. Quatrième de Ligue 1, l'OM a été éliminé en Ligue des Champions fin janvier après un lourd revers à Bruges, a également souffert lors d'un classique surdominé par le PSG. 5 buts à 0, deux secousses qui ont compté dans la décision de Benassia. Après avoir également rappelé que l'OM est encore dans la course malgré le nul frustrant concédé samedi contre Strasbourg, que la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et que nous sommes toujours en lice pour amener la Coupe de France à la maison. Benassia a conclu son message en annonçant qu'il prendra le temps d'expliquer son choix le moment venu. Alors, son communiqué exact à Mehdi Benassia. Supporter marseillais, depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le cœur et une seule obsession, redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Je connais ce club, je sais ce qu'il exige et la passion qui l'anime. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course, l'objectif de la qualification en Ligue des Champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour amener la Coupe de France à la maison. Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé et non proposé ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes, et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un point pour l'organisation et le développement. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé le lundi 9 février de mettre fin à ma collaboration avec l'OM. Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés. Restez derrière eux, encouragez-les comme vous savez le faire. Je souhaite aux joueurs et au staff une réussite totale pour cette fin de saison. Marseille est et restera à part. Allez l'OM! Bien évidemment, je prendrai le temps d'expliquer mon choix le moment venu, voulu, pardon, Mehdi Benassia. Donc voilà pour le départ de Mehdi Benassia du côté de l'Olympique de Marseille. On attendra qu'il s'explique, comme il a dit dans ce communiqué, pour voir les explications de la part de l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, hein, lui qui a joué au club. Alors, le petit édito de Vincent Duluc, comme on a l'habitude en ce lundi, Deserbi Benassia est maintenant la légende de l'OM continue de se nourrir de la légende de l'OM continue de se nourrir de la culture du chaos. Parti dans la foulée de Roberto Deserbi, Mehdi Benassia a suggéré que la pression populaire avait eu sa part dans sa décision. Pablo Longoria est aussi dans le viseur et même Franck McCourt, ce qui semble plus injuste. Au fil de son histoire, la légende de l'OM s'est nourrie de ses excès et de sa culture du chaos, dont le club marseillais s'est fait un étendard. Comme s'il ne connaissait pas d'autre chemin sous les effets constants de l'amnésie et de la mauvaise foi de son environnement. Une semaine après la fessée subie au parc, Roberto Deserbi et Mehdi Benassia sont partis déjà, et le dirigeant marseillais a suggéré que la pression populaire avait eu sa part dans sa décision. Il faudra avec le temps faire le tri de l'exercice de justification ou de motifs véritables, mais dans un monde normal, un club de haut niveau peut et doit parfois être dirigé contre ses supporters. Parce qu'aucune direction sportive responsable ne peut être à ce point versatile en suivant ses élans contradictoires et changeants. Bien sûr, les supporters marseillais ont raison d'être déçus de ce que leur club a fait du projet cette saison et ils sont fondés à pardonner difficilement l'enchaînement des naufrages à Bruges en Ligue des Champions et au Parc des Princes. Mais le Vélodrome samedi a également demandé le départ de Franck McCourt, comme s'il était juste de placer sur un pied d'égalité un propriétaire qui a dépensé 650 millions d'euros sans rien recevoir en retour et un dirigeant salarié qui ne s'est pas vraiment appauvri et a mené le projet dans le mur avec l'argent d'un autre. Amnésie et impatience, que Pablo Longoria sans montrer du doigt fait partie du jeu, puisqu'il est le principal responsable de l'instabilité de l'effectif et des mouvements de joueurs fantaisistes. Mais autour de Franck McCourt plane une question à peu près la même que celle qui entoure Valdemar Kita à Nantes, où en serait l'OM sans son argent. Bordeaux est en National 2, l'OL va être absorbé par un fonds de pension spéculatif qui veut récupérer son investissement. Et le problème de l'OM n'est pas que McCourt ait fait n'importe quoi, mais plutôt qu'il ait fait confiance à des gens qui n'ont fait n'importe quoi avec son argent. L'amnésie et l'impatience des supporters de l'OM en ces jours chaotiques nous ramènent à la dernière saison où l'OM n'a pas été ridicule en C1, ce qui ne nous rajeunit pas. Au coup d'envoi du quart de finale aller contre le Bayern
En 2012, 2 semaines après l'élimination de l'Inter, les supporters avaient fait la grève et déployé une banderole Deschamps était joueur, cassez-vous. Depuis, l'OM n'a jamais franchi la première phase. On peut en déduire d'une part qu'il est sans doute possible de réussir très vite à Marseille, mais pas très longtemps, et d'autre part, il faut toujours se méfier de ce que l'on souhaite. Voilà pour cet Olympique de Marseille. Je pense qu'on en a pas mal parlé. On verra si Pablo Longoria quitte le club aussi. On en discutera évidemment. Ça fait plusieurs lives. On en parle beaucoup. Donc on va passer plutôt cet article. On va rester plutôt sur cette Ligue 1 avec le RC Lens, nouveau leader devant le PSG. Et cette discussion, article d'Hervé Penaud. Donc oui, on lit beaucoup l'équipe, hein, je le rappelle, on lit beaucoup l'équipe parce que ça reste le média numéro 1 du sport en France. Honnêtement, ils ont très peu de concurrence, hein. Même si certains articles et certains avis ne sont pas forcément pertinents, des fois je trouve qu'à l'écrit, l'équipe, ça reste toujours plutôt bon. Malheureusement, nous, on n'a pas la possibilité d'avoir des journalistes qui écrivent pour le média Hat-Trick, donc on reste sur ces articles. Évidemment, on essaye de trouver dans d'autres médias certains articles, mais j'avoue que la référence, en plus, vu qu'on est abonné, autant l'utiliser. Et on met toujours en valeur les journalistes qui écrivent pour ce journal. Donc, Lens nouveau leader devant le PSG, il va devenir difficile de ne pas parler du titre de champion. Lens a repris la première place de la Ligue 1 samedi soir en marchant sur le PFC. Si Pierre Sage ne veut pas parler de titre, l'ambition pourrait gagner le club. Quoi de plus symbolique que reprendre la place de leader au Paris Saint-Germain à l'ombre du Parc des Princes? Lens a marché sur l'autre Paris dans son stade Jean Bouin et confirmé qu'il faudrait compter sur ses 100 et or encore un peu. On croyait que la prise de pouvoir du PSG sur la Ligue 1 depuis la fin du mois de janvier dessinait déjà l'ordre d'arrivée en mai, mais leur défaite à Rennes vendredi soir a rebattu les cartes. Lens grattant même cette unité au passage à la différence de but en un week-end. On ne dira évidemment pas que les Lensois pensent déjà au titre comme les glorieux aînés de 1998, mais on ne dira pas non plus qu'ils n'y pensent pas un poil, d'autant que le week-end du 12 avril, ils recevront le champion d'Europe dans un Bollaert dont on n'imagine même pas la ferveur. La furie, si cette bande d'inattendus leaders tenait jusque-là cette position au classement, Montpellier l'a bien réussi en son temps. Lille aussi contre ce Paris super puissant version Qatar, alors pourquoi pas le voisin du Pas-de-Calais doivent rêver les plus fervents supporters. Pierre Sage logiquement tempère les ardeurs. Ce titre n'est pas dans un coin de ma tête. On pense d'abord au point. Et là, notre objectif est atteint. Ensuite, on pensera à la Ligue Conférence et à la Ligue des Champions. C'est au minimum 3 succès, voire plus. Et pour la C1, on pense plus à Marseille ou Lyon qu'au PSG. On aurait du mal à évoquer ce sujet en début de saison quand l'opération dégraissage des gros salaires se poursuivait, que Sage posait ses idées de jeu sur le banc, accompagné d'une nouvelle direction. Mais aujourd'hui, dans la capitale, hier, il manquait quand même Jonathan Grandit, Samson Baidou, blessé, Kylian Antonio, le premier remplaçant derrière, touché à un pied, Ruben Aguilar suspendu, puis Mamadou Sangaré, sorti blessé en début de deuxième période. Et cela n'a pas empêché Lens de réciter son foot en dépit d'une première occasion ratée du Parisien Marshal Mounetsi. Une performance qui dit beaucoup de l'état d'esprit de ce groupe. La suite à un pur festival avec un trio offensif en sol majeur, Florian Thauvin, Hudson Edouard et Wesley Saïd. Ce dernier a claqué 2 fois, relâché comme à l'entraînement, le premier pion d'une reprise à ras de terre, le deuxième d'une frappe dosée à l'entrée de la surface en lucarne. Thauvin y est allé de son penalty en début de deuxième période. Même si le deuxième acte a été moins propice aux envolées lyriques, Lens a marqué 2 fois en toute fin de rencontre par Ryan Fofana, bien aidé par Alan Saint-Maximin, et scellé ce voyage sans encaisser un but. Une autre satisfaction, cela dit beaucoup de l'état d'esprit de ce groupe, de sa capacité à se mettre au niveau de l'enjeu d'un tel déplacement et finalement de la qualité de son banc et de son utilisation, car Sage n'a pas eu peur de lancer Nidal Celik, un joueur à 0 minutes en Ligue 1 au cœur de sa défense centrale. Cela a fonctionné comme si chaque joueur connaissait son rôle, avait ses repères dans ce mouvement perpétuel où chaque pressing, chaque déplacement est réalisé avec la précision d'un horloger suisse. Monaco samedi prochain pour continuer à rêver. Dans quelle mesure les absences des cadres peuvent-elles peser sur le moyen terme? Voilà l'interrogation qui peut exister en interne, même si cet effectif peut se reposer sur les leaders naturels comme Malansar, Adrien Thomasson ou Thauvin. Le RC Lens a aussi dans son comportement relancé l'intérêt d'un championnat que tout le monde pensait donner dès l'entame à Paris. Et ce n'est pas rien pour le football français de voir qu'une concurrence existe. Encore, cela doit servir de modèle à d'autres clubs. Rappelez que ce sport permet
parfois les exploits les plus magnifiques. La réception de Monaco samedi prochain entre ces deux soirées européennes contre le PSG devrait offrir un énième match consécutif à guichet fermé, une sacrée après-midi de folie à Bollard, toute une ville a hâte d'y être. Effectivement, si le RC Lens joue contre l'AS Monaco ce week-end, Monaco qui joue contre Paris cette semaine en Ligue des Champions, ça sera mardi. Euh, on rappelle que le RC Lens avait battu 4-1 Monaco à Louis II. Là, si c'est à Bollard, ça peut être le même score. Donc, le RC Lens est bien parti en tout cas pour continuer à croire au titre de Ligue 1. Les Rennais en force dans l'équipe type de la 22e journée de Ligue 1. Évidemment, on voulait parler de cette équipe type et c'est logique que Rennes soit bien présent vu la victoire contre le Paris Saint-Germain, 3-1. Donc l'équipe, c'est bien Rennes de cette 22e journée, avec Sébastien Tambouret, l'intérimaire pour l'instant du Stade Rennais, qui a remplacé Habibey, on le rappelle. Donc c'est bien l'entraîneur de cette 22e journée de Ligue 1. Au niveau de cette composition, on a Mpassi, le gardien du Havre, dans les cages. Le latéral droit lensois Abdoulhamid, qui est présent. La charnière centrale se compose du Lyonnais Moussa Niakhaté et de Lilian Brassé, le Rennais, à côté de son coéquipier Quentin Merlin à gauche. Au milieu de terrain, on a Kadiou, la jeune pépite de Lorient, qui est placée dans cette équipe de la 22e journée. Denis Zakaria, après son but contre le FC Nantes, est aussi présent. Moussa El Tamari, le premier buteur lors du match contre le Paris Saint-Germain. Wesley Saïd, aussi avec son doublé contre le Paris FC. Lassine Sinayoko, le buteur de Auxerre et la victoire contre le FC Metz. Et Soumaré, le double buteur contre Toulouse, l'attaquant du Havre, présent dans cette équipe de la 22e journée de Ligue 1, l'équipe type de la 22e journée de Ligue 1. On a parlé de l'équipe type de Ligue 1, on va parler des Français, l'équipe type l'équipe type des Français à l'étranger. Et beaucoup de joueurs que l'on connaît très très peu, présentés par cette équipe des Français sur ce week-end en tout cas. Donc au goal, on a Lotutala, joueur de Doncaster Rovers, le gardien de Doncaster Rovers. En défense, on a quand même Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool, qui a fait un très très bon match cette semaine en première ligue contre j'ai plus l'équipe, je ne sais plus, mais en tout cas, il avait fait un très très bon match. En plus, j'ai vu le match contre Sunderland, exactement. Et Liverpool qui a aussi gagné contre Brighton en FA Cup. Et Ibrahima Konaté qui a fait 2 bons matchs. Accompagné de Lejeune, le défenseur du Rayo Vallecano dans cette équipe. En défense centrale, on a Krama, latéral droit de Millwall. Bélocian, là déjà un peu plus connu, joueur de Wolfsburg, latéral gauche. Au milieu de terrain, Enzo Mio qui a marqué ce week-end, l'ancien de Stuttgart qui est parti du côté de Al-Ali. Nzingula, le joueur de Nuremberg. Aouchiche, le joueur de Schalke 04 aussi, qui est présent dans cette équipe type des Français. Virginius, le joueur des Young Boys de Berne. En attaque, Jean-Matteo Baoya qui a fait 2 passes décisives lors de la victoire de Francfort contre le Borussia Mönchengladbach. Et l'ancien Lorienté, le joueur de Sassuolo dans cette attaque de l'équipe type des Français. Pour finir ce live, donc je voulais parler de la blessure de Neymar, l'info qui est sortie juste ce matin. Un retour de blessure et une énorme frayeur à 4 mois de la Coupe du Monde. Neymar a rejoué avec Santos. Blessé et opéré du genou gauche au mois de décembre, Neymar a fait son retour sur les pelouses brésiliennes dans la nuit de dimanche à lundi. Il est entré en deuxième mi-temps dans un match remporté facilement par son équipe 6-0 et a été victime d'un énorme tacle, heureusement sans conséquence. On va voir juste le tacle. Oh là là, mais c'est catastrophique. Pourquoi? En fait, le Brésil ne veut pas que Neymar soit de retour, quoi. La vache, le tacle.
Vous le voyez, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, hein, je le répète, il y a mon écran, vous pouvez voir ce tacle de Neymar. C'est une première sur le terrain cette saison qui a démarré début janvier au Brésil. Pour Neymar, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, 128 sections, 79 buts, a disputé 45 minutes et délivré une passe décisive dans la nuit de dimanche à lundi avec Santos, large vainqueur de Vélo Clube. Un retour productif, mais qui s'est accompagné d'une énorme frayeur avec un tacle en retard subi au niveau de la cheville, qu'il a un temps laissé au sol, hurlant de douleur avant qu'il ne se relève et finisse la rencontre. Il a pu finir la rencontre, donc déjà, point positif pour Ney Ney. L'ancien joueur du Barça, du PSG, Dalila, avait subi une nouvelle blessure au genou au début du mois de décembre, l'obligeant à se faire opérer. Un coup dur pour l'attaquant de 34 ans, mais aussi pour son club avec qui il avait été déterminant dans le maintien en première division la saison dernière. Neymar est donc de retour sur les terrains à un peu moins de 4 mois de la Coupe du Monde. Il n'a plus été sélectionné depuis le 18 octobre et un match de qualification à la Coupe du Monde contre l'Uruguay, au cours de laquelle il était sorti blessé. À 34 ans, le Brésilien a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2026 et il espère bien disputer ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde cet été. Karim Frites Omelette, génial. Et pour finir ce live, petit quiz du week-end européen. Est-ce qu'on a été bon? Est-ce qu'on a tout retenu de ce qui s'est passé lors de ce week-end européen? Eh ben, on va le voir tout de suite. Pourquoi le retour au jeu d'Eduardo Bové après 14 mois loin des terrains a-t-il marqué les esprits samedi face à Preston Championship? Il était suspendu, il a repris après avoir subi un arrêt cardiaque. Il a repris après avoir subi un arrêt cardiaque. Pour la première fois depuis son arrêt cardiaque survenu en plein match avec la Fiorentina en décembre 2024, le milieu de terrain italien Edoardo Bové a rejoué au football samedi face à Preston en Championship après s'être engagé avec Watford fin janvier. Où la gardienne de l'équipe de France Poli Peromania a-t-elle choisi de rebondir après son départ de la Juventus de Turin? Au Gotham FC. Et non, au Denver Summit. J'ai pas suivi les transferts de Peromania. Pauline Peromania a signé jusqu'en 2027 au Denver Summit. Le club américain a déjà recruté Lindsay Ebbs qui arrivera d'OL Lyon une fois la saison terminée en Europe, mais aussi Eva Gaetino. Donc voilà, la gardienne des Bleus qui signe du côté de Denver aux États-Unis. On sait que le football féminin est très très développé aux États-Unis évidemment. En quoi le doublé d'Harry Kane avec le Bayern Munich contre le Werder de Brême est-il symbolique pour l'attaquant anglais? Il atteint les 500 buts en carrière, il a dépassé les 100 réalisations avec les Munichois, il atteint les 200 pénaltys convertis, il est le plus rapide à marquer 100 buts en Liga. 200 pénaltys? Il atteint les 500 buts en carrière. Auteur de 46 buts en 40 matchs cette saison, Harry Kane vient d'atteindre les 500 buts en carrière, club et sélection confondus. L'anglais a d'ailleurs réalisé légèrement plus rapidement que Cristiano Ronaldo, 743 en 753 matchs. Je suis pas très bon dans ce quiz, hein. Nommé dimanche entraîneur de Nottingham Forest, Victor Pereira arrive dans un contexte étrange. Combien de techniciens se sont succédés cette saison sur le banc du 17e de Première Ligue? Je crois que c'est le 5e, hein. 5e ou 4e? 4e. Voilà, j'ai cliqué sur 5, je suis un idiot. Successeur de Sean Dyche, remercié dimanche seulement 114 jours après son arrivée au relais d'Ange Postecoglou, qui n'a lui non plus pas duré sur le banc de Nottingham Forest. Victor Pereira est le 4e entraîneur de la saison puisqu'elle avait démarré avec Nuno Espirito Santo en poste. Donc je suis à 3 erreurs, ça commence à m'énerver. Quel club espagnol a surpris Villarreal samedi en Liga dans un match où Georges Mikotadze a réduit le score en 20 après le but de son éphémère successeur à l'OL, Martín Satriano? C'est Getafe. Getafe l'a emporté contre le Villarreal. On en a parlé samedi malgré le but marqué après son entrée en jeu par Georges Mikotadze. Martín Satriano lui avait marqué le second but des siens un peu plus tôt. Quelle polémique a marqué le choc au sommet de Serie A entre l'Inter Milan et la Juventus de Turin samedi et poussé les dirigeants turinois à prendre la parole après le match pour se plaindre de l'arbitrage? Un carton rouge sévère. La Juventus de Turin a pesté contre l'expulsion précoce de Pierre Kaloulou, qui a écopé avant la mi-temps d'un second carton jaune très sévère pour un contact très léger avec Alessandro Bastoni. On ne peut pas parler de football après ce qui s'est passé. Le niveau de l'arbitrage n'est pas à la hauteur d'un match de cette envergure, a notamment déclaré Giorgio Chiellini, aujourd'hui dirigeante de la vieille dame.
Kalulu, oui. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire, Lina? Euh, Qu'est-ce que tu souhaites nous dire concernant Pierre Kalulu? C'est même pas Pierre Kalulu, c'est... Si, c'est bien Pierre Kalulu. Quel club occupe la tête du championnat de Turquie ce lundi? Beşiktaş? Eh non, c'est bien Galatasaray. J'ai hésité. Il le touche absolument pas, il n'y a jamais carton. Oui, oui, exactement, on l'a revu. On l'a revu sur cette expulsion de Pierre Kalulu. C'est vrai qu'il n'y a pas de rouge, pas de deuxième carton jaune. Ça n'a pas été revu par la VAR parce que ce n'est pas dans les règles. Ça aussi, c'est des règles qu'on comprend très peu. Et oui, ça a en plus conditionné la défaite de la Juve contre l'Inter. La Juve qui avait moyen de bien se relancer, pardon. Après un week-end de statu quo, puisque les deux premiers l'ont remporté, Galatasaray reste leader de Super League avec 3 points d'avance sur son dauphin. Fenerbahçe et Trabzonspor complètent le podium suivi de Göztepe et Beşiktaş. Quel défenseur français a été coupable d'une erreur de relance qui a coûté un but à son équipe battue en Liga au cours du week-end? Clément Langlais? Comme d'hab. 3 jours après son brillant succès face au Barça en Coupe du Roi, l'Atlético Madrid est tombé sans gloire en Liga sur la pelouse du Rayo Vallecano. Dimanche, loin d'être le seul coupable de cette défaite embarrassante, Clément Langlais a été impliqué directement sur le deuxième but adverse consécutif à une erreur de relance. Face à quelle équipe en lutte pour le maintien, le PSV Eindhoven, leader des révisés, s'est incliné ce week-end? Teslar. Pas du tout, Volendam. Bon, j'aurais fait un mauvais quiz, hein, pour ce week-end. Battu pour la deuxième fois de la saison en championnat vendredi, le PSV Eindhoven a chuté sur la pelouse du FC Volendam. Dennis Mann avait égalisé à la 82e minute, mais Aurelio Hollers a offert la victoire aux siens 5 minutes plus tard. Quelle a été la conséquence au classement du succès des Glasgow Rangers face à Hearts Midtjylland dimanche en Écosse? Les Rangers deviennent leaders, profitent pour prendre les commandes. D'accord. Malgré sa défaite face aux Rangers, Hearts of Midlothian reste leader du classement en Écosse, 2 points devant son adversaire du week-end et 3 unités devant le Celtic Glasgow qui l'a emporté sur le fil à Kilmarnock. Donc voilà pour ce live du jour sur l'actu du jour. J'ai totalement raté mon quiz. 4 sur 10, j'ai honte, j'ai bien honte. Mais bon, pas grave, on se rattrapera la prochaine fois. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là, à Délicate, Lina, qui était présent, notre ami Lolo, Shiva995. Merci à Lisa Marie pour les cadeaux, à Guianche qui est passé sur le live aussi, à tous ceux qui étaient là. Merci en tout cas d'avoir été présents. N'oubliez pas, 10h midi. Alors, pour ceux qui me suivent habituellement, je ne sais pas s'il y a encore quelques personnes. Pas de live normalement ce soir sur Football Manager. On le fera sûrement dans la semaine lorsqu'il n'y aura pas de match ou un peu tard dans la nuit. Cette semaine, vous inquiétez pas, on continuera notre carrière avec le Stade Malherbe de Caen. Donc il n'y aura pas de live ce soir, malheureusement. On se retrouve en tout cas demain. Pareil, demain, je vous tiendrai peut-être par une petite story sur TikTok pour savoir exactement à quelle heure sera le live, si je peux le faire. Et Farmer's Truck aura lieu normalement mercredi. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, bon appétit, il est midi 4, donc passez un bon appétit. Force à ceux qui sont au travail ou qui vont au travail. Passez une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao les amis.